L'incontournable, le balado présenté par la CCI française au Canada, vous propose d'écouter celles et ceux qui construisent chaque jour la communauté d'affaires franco-canadienne. Profitez de ce quart d'heure incontournable, installez-vous et écoutez. Bienvenue dans l'Incontournable, le balado de la CCI française au Canada. Mon nom est Amandine Baudelot et je suis ravie de recevoir aujourd'hui David Ehap, directeur du bureau de représentation de la Banque transatlantique à Montréal et vice-président de développement. Banque privée internationale par essence, la Banque transatlantique se place comme la banque des Français à l'étranger et accompagne en outre ses clients dans leur expatriation ou leurs opérations transfrontalières. Bonjour David, merci d'avoir accepté notre invitation sur l'Incontournable. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui et nous sommes ravis de t'accueillir pour parler d'un sujet crucial, la protection de la famille. Oui, bonjour Amandine et merci de me recevoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, David, est-ce que tu pourrais nous présenter la Banque transatlantique et ses différentes missions ? Oui, brièvement, la Banque transatlantique est une banque de plein exercice en France, une des plus vieilles banques de France puisqu'elle a été créée en 1880 sous l'égide des frères Pereire, des entrepreneurs bien connus puisqu'à l'époque ils finançaient les grands travaux à Paris, que ce soit la Tour Eiffel ou d'autres grands travaux, et notamment la création de la Compagnie Générale Transatlantique, ces navires qui faisaient le lien entre la France et le Nouveau Monde, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis. Et ensuite, cette banque a été rachetée et puis a connu sa propre histoire. La Banque transatlantique aujourd'hui, c'est une filiale 100% du CIC, Crédit Industriel et Commercial, qui est lui-même à l'intérieur d'un grand ensemble qu'on appelle le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, en France, qui est une des grandes banques systémiques de France, une banque mutualiste. Donc, premier avantage, la banque n'est pas cotée en bourse, donc elle appartient 100% en fait à ses sociétaires. Et puis, c'est une banque qui est très solide, parce qu'aujourd'hui, c'est en termes de rating, c'est-à-dire qui mesure la solidité financière du groupe. C'est une des banques les plus solides en France et à travers le monde. La Banque transatlantique s'est spécialisée dans 4 types de clientèle, historiquement. Les Français de l'étranger, on nous appelle bien souvent la Banque des Français de l'étranger, donc on va plus particulièrement parler de ces sujets, mais également tout ce qui est famille industrielle, on va dire ce qu'on appelle vulgairement le old money, c'est-à-dire les gens qui ont créé un patrimoine et qui l'ont transmis de génération en génération. Également tout ce qu'on appelle non-for-profit organization, ou lycée français à l'étranger, caisse de retraite, alliance française éventuellement à l'étranger, ou d'autres associations qui portent haut les couleurs de la France au niveau culturel, académique et autres partout dans le monde. Et puis enfin, une dernière activité qui s'est développée de manière exponentielle ces 20 dernières années, c'est ce que j'appellerais l'actionnariat manager, tout ce qui est stock option, attribution gratuite, où la Banque transatlantique aujourd'hui joue un rôle majeur, non seulement en France mais à l'international, puisqu'elle est leader au niveau mondial sur l'administration de plans de stock option, dès lors que la société qui délivre ce type de rémunération et ses bénéficiaires, qui sont souvent des cadres dirigeants, des cadres étrangers, ne sont pas dans le même pays. Voilà. Et on gère par exemple 25% du CAC 40 et à peu près la même proportion des entreprises du Dow Jones. Merci pour cette présentation, David. On sait que la Banque transatlantique a pour vocation d'accompagner ses clients et leurs familles dans leur mobilité internationale. Et quand on parle de mobilité, on entre dans un contexte où on traverse parfois des frontières et où les enjeux juridiques et fiscaux peuvent vite devenir complexes. Donc avant de rentrer dans les détails, David, est-ce que tu pourrais nous donner une vue d'ensemble sur les enjeux juridiques et fiscaux que rencontrent les Français quand ils s'installent au Québec, notamment en ce qui concerne la législation domestique et internationale ? Oui, je te remercie de me poser la question. Je pense qu'elle est centrale, bien souvent méconnue ou sous-estimée. En fait, en termes de droit et de fiscalité, vous avez soit, on va dire, le droit ou la fiscalité domestique ou le droit interne, et puis ensuite tout ce qui concerne l'international, qui toujours est un petit peu plus compliqué. Le droit interne ou domestique, c'est assez simple, on le connaît bien, dès lors qu'on vit dans un pays et puis que l'intégralité des revenus ou du patrimoine est générée dans ce pays. Pour la France ou pour le Québec, c'est assez simple. Et puis il y a tout un tas de personnes qui sont là pour nous conseiller. Par contre, dès qu'on touche le domaine international, donc dès lors qu'il y a la présence ou l'impact de plus d'un pays sur le domaine civil ou juridique et le domaine fiscal, à ce moment-là, les règles sont un petit peu plus floues.
en tout cas moins facile à appréhender. Et là, bien souvent, il y a besoin de conseils et d'accompagnement pour ne pas prendre de décisions qui pourraient être pénalisantes. Maintenant que tout est clair, qu'on a bien posé la distinction, on va parler d'un sujet clé qui touche de nombreux expatriés, le mariage et ses implications dans un contexte international. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est central pour les familles, bien sûr, mais surtout dans un contexte international. Donc ce que j'aimerais faire, c'est d'abord peut-être vous expliquer de manière assez simple, mais pourquoi c'est important de déterminer le régime matrimonial lorsqu'il y a mariage, et en l'absence de contrat de mariage, ce qui se passe dans un contexte international. Donc d'abord, le mariage d'un point de vue patrimonial, c'est en particulier de savoir à qui appartiennent les différents biens acquis tout au long du mariage. Alors pour ce faire, finalement, il y a deux possibilités. Soit on se marie sans contrat de mariage. En France, c'est ce qu'on appelle le régime légal ou la communauté réduite aux acquêts. Je vous rappelle les trois autres grands contrats de mariage qui peuvent exister. Hein, la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, la séparation de biens, et un contrat de mariage qui est moins connu, mais qui est également, qui peut être très intéressant dans un certain nombre de domaines, c'est la communauté, pas réduite, mais la communauté aux acquêts. C'est-à-dire que, j'ai plus le terme exact, mais tout le long en fait du mariage, ce régime va permettre de bénéficier des mêmes avantages que la séparation de biens, mais au moment de la dissolution du mariage par divorce ou décès, à ce moment-là, c'est comme si l'intégralité du patrimoine faisait partie de la communauté. On va pouvoir ensuite le partager en protégeant au mieux son conjoint. Parfait. Et en ce qui concerne la donation, est-ce qu'il y a des règles spécifiques à connaître ? Oui, alors j'ai peut-être été un petit peu vite sur le mariage, peut-être rappeler deux choses. Donc, pourquoi il est important d'avoir un contrat de mariage ? Parce que sauf cas particulier, il n'y a pas de difficulté lorsqu'il est rédigé en droit français, il est reconnu au Québec, et donc ça permet de savoir à l'avance la façon dont justement les différents biens vont être répartis entre les époux. Et puis la problématique existe souvent lorsqu'il n'y a pas de contrat de mariage. Et là en fait il y a un certain nombre de dates dont il faut se rappeler. Donc tous les mariages conclu avant le 1er septembre 92, en fait, stipule qu'il y a une permanence du rattachement de la loi qui est applicable et qui demeure intangible. Donc si vous êtes marié en France, avant cette date, c'est bien le droit français, au niveau de la dissolution du mariage, qui va s'appliquer. Par contre, pour les époux mariés après cette date, donc après le 1er septembre 92, c'est finalement la Convention de La Haye du 14 mars 78 qui s'applique, et elle stipule que c'est en général la première résidence habituelle des époux après le mariage qui va figer finalement le droit applicable au contrat de mariage. Donc c'est la loi interne de l'État qui va s'appliquer dans ce cadre précis. Et puis une deuxième date à retenir, c'est la date du 29 janvier 2019, et là, cette loi retient, donc pour les mariages effectués après cette date, que c'est la résidence habituelle commune après le mariage ou la dernière résidence habituelle, dans des cas très précis, qui détermine la loi applicable. Et donc, mon conseil, c'est de, bien entendu, si possible, rédiger un contrat de mariage qui permet de figer de manière plus simple et plus claire les modalités qui vont s'appliquer pour la protection du conjoint. Et puis un deuxième sujet sur le mariage qui est important, c'est ce qu'on appelle la mutabilité. C'est finalement le changement de loi applicable. Donc il y a une mutabilité, soit volontaire, donc c'est les époux qui décident finalement de changer la loi applicable. C'est quand même limité à la nationalité ou la résidence habituelle des époux. Et puis il y a une mutabilité dite automatique. Donc la mutabilité volontaire, finalement, ça concerne les époux mariés jusqu'au 29 janvier 2019. Mais après le 29 janvier 2019, il y a ce qu'on appelle la mutabilité automatique. Et là, en fait, à partir d'une durée de séjour suffisamment longue hors, par exemple, de France, si vous êtes marié en France, eh bien, finalement, c'est la résidence habituelle du nouvel État qui va s'appliquer. Donc, en fait, vous pourriez être assujetti à une loi applicable qui n'est pas la loi
pour laquelle vous pensiez être soumis. Et c'est très important donc de faire attention à ces notions de mutabilité automatique. Merci beaucoup David pour ces précisions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la donation? Est-ce qu'il y a des règles spécifiques à connaître? Alors pour les donations, d'abord peut-être une petite définition rapide. La donation, c'est finalement à qui je vais donner, dans quelle proportion, dans quelle limite et sous quelle forme de mon vivant, pour les biens existants ou éventuellement les biens futurs. Il y a toujours deux aspects, et ça vaut pour beaucoup de sujets, que ce soit le mariage, donation, succession, et vous verrez que je ferai toujours un distinguo entre les aspects civils et finalement les aspects fiscaux, puisque chacun d'entre eux est très, très spécifique. Pour l'aspect civil, donc à qui je donne, en quelle proportion et sous quelle forme, finalement, ce qu'on va vérifier, c'est un principe de droit international qui va déterminer la loi applicable à l'acte lui-même, hein, c'est-à-dire, comme la donation est un contrat, on va vérifier si effectivement la loi applicable est bien la loi qu'on a choisie. Ensuite, la capacité des personnes à prendre ces décisions, hein, et puis au niveau de la forme du contrat, quel était le lieu de rédaction, à défaut le choix des parties dans la loi applicable. Et au décès de la personne qui aura fait cette donation, attention, c'est la loi successorale qui va être compétente le jour du décès, et pour certains cas, il y aura une problématique de réduction de donation, puisqu'il faudra éventuellement la rapporter à la réserve héréditaire. On reverra ça dans un deuxième temps avec les successions. Et au niveau fiscal, ce qu'il faut retenir, c'est finalement le rattachement fiscal du donateur ou donataire. Je vous rappelle, dans une donation, trois sujets ou trois indications à bien retenir. Le donateur, c'est la personne qui va donner. Le donataire, c'est la personne qui va recevoir. Puis bien entendu, on donne toujours quelque chose, de l'immobilier, du mobilier ou des droits. Donc il y a aussi le bien donné. On est dans un contexte de droit interne ou domestique quand les trois indicateurs sont dans le même pays, mais dès lors qu'il y a un deuxième pays qui intervient, à ce moment-là, on considère qu'on est dans un contexte international. C'est le contexte que je vais déterminer. Donc, soit le donataire est domicilié en France, donc celui qui reçoit, et à ce moment-là, l'ensemble finalement de ce qui peut être donné, les biens meubles, les biens immeubles, qu'ils soient situés en France ou hors de France, rentrent dans le champ d'application de la donation, des droits de mutation, et donc sont imposables selon le droit français au niveau fiscal. Si par contre le donataire est domicilié hors de France, et que à ce moment-là, il n'y aura que les biens qui sont situés en France qui seront imposables en France. Toujours dans la logique où le donateur, lui, est résident fiscal de France. Par contre, et on est ici au Canada, imaginons que le donateur et le donataire soient présents au Québec et que le bien ne soit pas présent en France. À ce moment-là, il n'y a pas d'imposition due en France et c'est les lois du Québec qui s'appliquent. Une dernière petite précision peut-être pour les personnes qui ne le savaient pas. Au Canada, on ne parle pas de droit de succession. En tout cas, au Québec, il n'y a pas de droit de succession. On a simplement ce qu'on appelle un impôt sur la disposition présumée des biens. C'est-à-dire que la veille du décès, on regarde la valeur des biens, que ce soit un décès ou une donation, hein, et on regarde si ce qui a été donné, transmis, présente un capital gain, donc une plus-value latente qui n'aurait pas été encore déclarée au fisc canadien. Et c'est simplement sur cette partie que le fisc canadien va imposer, avec en plus une particularité, c'est que comme c'est un gain en capital, on va exonérer 50% de la base taxable. Donc vous voyez que les deux régimes fiscaux, en tout cas, sont très différents. Il faut savoir dans quel régime fiscal on se situe, notamment dans le cas où la personne qui donne, la personne qui reçoit et le bien éventuellement ne sont pas dans les mêmes pays. Parfait, merci David. Et qu'en est-il de la succession ? La succession, finalement, fait intervenir un petit peu les deux notions qu'on vient de voir auparavant, notamment le mariage et le régime matrimonial. Pourquoi ? Parce que lorsque on liquide donc une succession, on liquide aussi et surtout, s'il y a mariage, le régime matrimonial. D'où l'importance de savoir
sous quelle législation le régime matrimonial sera liquidé. Ça, c'est la première, le premier sujet le plus important, donc l'aspect civil. Mais il y a aussi la détermination de la loi successorale. Donc, le régime matrimonial, et ensuite la loi successorale. Et là, donc, on est aidé par un règlement communautaire de l'Union européenne du 4 juillet 2012 qui précise que la loi applicable à l'ensemble de la succession est la loi de l'État dans lequel le défunt a ses résidences habituelles au moment du décès. Ce qui est intéressant, c'est que même si c'est un règlement communautaire, il est accepté et il s'impose également aux pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc pour la France, elle reconnaît que, par exemple, une succession ouverte au Québec, à partir du moment où, effectivement, la personne est décédée au Québec, c'est bien la loi du Québec qui sera applicable. Ce principe-là, offre quand même quelques exceptions, dont la plus notable, c'est la possibilité de choisir la loi civile qui va s'appliquer quand bien même on n'est pas décédé par exemple au Québec. On peut quand même demander que ça soit la loi du Québec qui s'applique, sous réserve que les deux personnes soient bien de citoyenneté canadienne. À ce moment-là, par testament, elles peuvent décider que ça soit la loi de leur citoyenneté qui s'applique et non pas du dernier lieu de résidence. Donc ça, c'est très important. On le verra dans un dernier temps, mais vous avez la possibilité au Québec, contrairement à la France, d'utiliser plus largement la désignation d'un héritier, etc., par testament, alors qu'en France, on a un certain nombre de réserves dites héréditaires qui ne permettent pas forcément de désigner les personnes de votre choix et dans la proportion qui vous incombe. Merci beaucoup pour ces précisions. Lorsqu'on devient résident au Québec, il y a certaines démarches à suivre pour protéger sa famille notamment. Quelles sont-elles à prendre en compte dès l'arrivée ? Alors moi je vois trois mesures phares à recommander à nos auditeurs. La première, vous l'avez vu, c'est s'il y a mariage, c'est de s'assurer qu'il y a un contrat de mariage qui a été rédigé, ou en tout cas peut-être en rédiger un et le faire enregistrer, puisque ça permet quand même de lever beaucoup d'incertitudes. La deuxième chose, c'est de, si possible, rédiger également un testament, croisé bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'au Canada, et au Québec particulièrement, finalement c'est le testament, s'il est bien enregistré, qui fait foi. Et la liberté de décéder dans le testament est quand même très large. Donc là, on peut décider globalement à qui on donne, dans quelle proportion, sous quelle forme. Donc ça, c'est très important de bien faire cette deuxième étape. Et la troisième étape, bien souvent sous-estimée par les familles, c'est ce que j'appelle le mandat d'inaptitude. Pour trois raisons majeures. Ça permet de déterminer qui prend soin de soi en cas de problème de santé majeur, d'incapacité majeure, mais également quelle personne prendra ou aura la capacité de prendre des décisions sur le patrimoine, mais aussi et surtout qui prendra soin des enfants. Un petit exemple. Prenons un couple qui vient s'établir au Québec, les enfants sont encore mineurs, malheureusement un accident de voiture survient et les deux personnes n'ont pas pris la peine de faire un mandat d'inaptitude, eh bien, et on souhaite qu'ils reprennent leurs esprits et toutes leurs capacités, mais si jamais ils sont incapables de prendre des décisions, si leur santé est mise en jeu de manière importante, et quel sera finalement l'avenir ou la destination des enfants ? Eh bien, sans ce mandat d'inaptitude au Québec, ce sera finalement l'administration québécoise qui décidera. Et même si des parents proches, les grands-parents, un frère ou une sœur de ce couple viendraient pour s'occuper des enfants, s'il n'y a pas de mandat d'inaptitude qui a été signé et enregistré au Québec, malheureusement, ils n'auront qu'un droit. Donc vous voyez que ce type de document est nécessaire et important à rédiger pour pouvoir avoir l'esprit tranquille et protéger au mieux l'avenir de son conjoint et de ses enfants en cas de coup dur. David, est-ce qu'il existe une convention fiscale entre la France et le Canada conclue en matière de succession ? C'est une excellente question, c'est un très bon réflexe que tu as, puisqu'il existe effectivement une convention fiscale
conclus entre la France et le Canada, même entre la France et le Québec. Malheureusement, il n'y a pas d'article précis sur les successions. Il existe néanmoins un mécanisme qui est généralement applicable et accepté par les deux autorités fiscales, qui s'appelle le crédit d'impôt étranger. En 2 mots, lorsque l'impôt est dû dans les 2 juridictions, ce qui peut arriver, la juridiction opposée, où on est résident fiscal, accepte de minorer son propre impôt à due concurrence de l'impôt payé dans l'autre pays. Donc c'est un mécanisme qui est utilisé très largement pour les autres articles de la Convention fiscale, pour les revenus, que ce soit immobilier, financier. Et donc, autrement dit, lorsqu'on paye malheureusement l'impôt dans les 2 pays, à ce moment-là, on paiera au maximum le maximum de l'impôt des 2 pays, non pas les 2 impôts. C'est la prérogative de cette convention fiscale qui s'impose au niveau des droits internes et qui met comme principe qu'on doit éviter la double imposition. Donc on acceptera ce crédit d'impôt étranger pour limiter l'impôt. Merci David pour ton partage d'expertise et ta participation. Avant de conclure, est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose que tu souhaiterais mettre de l'avant qu'on n'a pas abordé aujourd'hui ? Certainement, vous précisez que la Banque transatlantique réalise cet exercice très régulièrement avec ses familles, mais toujours avec l'aide de professionnels. On a en France un certain nombre de salariés qui sont ingénieurs patrimoniaux et qui ont une connaissance poussée des mécanismes juridiques et fiscaux. Au Canada, on a également des partenaires avec lesquels on travaille, mais la Banque transatlantique ne prendra jamais ni la responsabilité et n'a pas la volonté de rédiger. Donc on travaillera toujours avec des avocats, des notaires qui pourront rédiger et prendre les bonnes décisions en termes de publication. Et donc on travaillera en collaboration avec ces experts locaux pour essayer de rédiger de manière correcte les volontés de nos familles. On espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre tous les enjeux juridiques et fiscaux liés à la protection de la famille à l'international. N'hésitez pas à contacter la Banque transatlantique pour vous accompagner dans vos démarches d'expatriation. Et puis merci David, et puis à bientôt sur l'Incontournable. Avec plaisir. Restez à l'écoute, retrouvez-nous dans le prochain épisode de l'Incontournable. Et pour ne rien rater, abonnez-vous et suivez la CCI française au Canada sur les réseaux sociaux.